Mon appréciation, c'est que c'est un scrutin qui s'est passé dans la paix. Pendant le jour du scrutin, on n'a pas connu d'incident majeur. Les Sénégalais sont partis voter tranquillement, ils sont rentrés chez eux. Le soir, évidemment, les urnes ont parlé en faveur du président sortant qui a été réélu, même si, il faut le reconnaître, on a noté ça et là quelques petits problèmes organisationnels, mais aussi des problèmes dus à l'absence certainement de l'opposition dans tous les bureaux de vote. Donc, au-delà de ces problèmes, sur lesquels il faut discuter maintenant, on peut considérer que le président sortant a été réélu, et bien réélu, et qu'il y appartient maintenant, comme l'a annoncé Mme Aminata Touré, d'appeler l'opposition au dialogue, d'appeler la société civile au dialogue, sur les questions essentielles de notre démocratie. Je crois que notre démocratie doit encore faire beaucoup d'efforts pour être au niveau où il devrait être aujourd'hui. On vote quand même au Sénégal depuis plus d'un siècle. Donc on devrait être à un niveau où tous les autres pays africains devraient être derrière nous. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a des choses que nous devons encore changer. Nous devons par exemple au Sénégal aujourd'hui faire en sorte que l'opposition puisse être présente dans tous les bureaux de vote. Ça c'est extrêmement important. On ne peut pas dévoiler une carte électorale en moins de 2 mois des élections et demander à un parti d'opposition d'être présent dans 15 000 bureaux de vote. C'est impossible. Ils n'en ont pas les moyens financiers, ils n'en ont pas les moyens logistiques. Donc je pense que pour la crédibilité des élections au Sénégal, l'État devrait prendre en charge les représentants des partis dans les bureaux de vote. En tout cas, les représentants des candidats à l'élection présidentielle. On devrait pouvoir les prendre en charge pour qu'ils soient présents, qu'ils signent les PV et qu'on ait zéro contestation au bout du processus. L'autre chose importante qu'il faut discuter, c'est le financement des campagnes électorales. Nous avons vu combien les moyens financiers étaient disproportionnés entre le président sortant et les autres candidats. Cela a toujours été le cas ainsi pour le parti au pouvoir. Parce que le parti au pouvoir a dans ses mains les ressources de l'État, les moyens de l'État. Pas seulement les moyens financiers, mais la logistique de l'État qu'il utilise pour faire sa propre campagne électorale. C'était le cas avec Senghor, c'était le cas avec Diouf, avec Abdoulaye Wade et maintenant avec Macky Sall. Il est temps qu'on réfléchisse sur les dépenses de campagne électorale, les planifier et être plus regardant sur l'origine des ressources qui sont insérées dans les campagnes. Il y va de la crédibilité d'abord de l'élection, de l'équité de l'élection, mais surtout cela nous mettrait, nous prémunirait le pays contre des lobbies pour injecter leur argent et envers lesquels le président élu serait redevable, n'est-ce pas, parce qu'ils ont soutenu sa campagne. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser ce rejet. Il ne faut pas le dramatiser. Je crois que très sincèrement, dans les semaines ou les mois, dans les semaines à venir, je dirais même pas dans les mois à venir, dans les semaines à venir, tous ces candidats vont finir par reconnaître le président élu. Et qu'on pourra enfin commencer à travailler. Vous savez, on a besoin de dialoguer. Ousmane Sonko, par exemple, a dit qu'il faut discuter des questions essentielles. On ne peut pas discuter de ces questions si on ne reconnaît pas le président qui est là. Donc, je crois que l'attitude la plus sage pour l'opposition, c'est de reconnaître le président qui est là, qui est élu. Et je crois d'ailleurs qu'en reconnaissant leur défaite, ils reconnaissent implicitement que le président il a été élu. Et d'aller dans le sens du dialogue avec le président sur les réformes qu'il faut mettre en œuvre pour que la démocratie sénégalaise soit affermie, mais aussi sur les grandes orientations que le pays devrait adopter au cours des prochaines années. Il faut savoir que 5 ans, ça passe très vite. Si Macky Sall veut que les projets qu'il a initiés survivent à son deuxième mandat, il faut qu'il implique l'opposition, n'est-ce pas, dans la conception, dans l'élaboration de ces projets. Il faut qu'ils demandent leur avis. S'il ne le fait pas, le prochain président qui va venir, il va mettre de côté le plan Sénégal émergent et élaborer son propre plan. Tout cela, évidemment, ce sera au détriment
de la nation sénégalaise, qui a besoin d'une certaine continuité. Vous savez, les efforts, les projets, les plans à long terme, il faut un consensus. Pour que quel que soit le président qui vient, la vision est partagée. Les plans sont partagés. C'est cela qui fait qu'on peut adopter un plan sur 35 ans. Mais si vous vous asseyez tout seul dans votre bureau avec votre parti, avec votre technicien, vous élaborez un plan sur 35 ans, ou même sur 10 ans, sans associer votre opposition, le jour où vous n'êtes pas là, eh bien, ils mettent votre projet de côté. Et ils amènent notre projet. Le grand perdant dans cette situation, évidemment, c'est le peuple sénégalais. Donc je crois qu'il faut aller vers des négociations, vers un dialogue, pour qu'on ait un consensus minimal sur la vision de l'ensemble de la classe politique, de ce qu'on veut que le Sénégal soit. Oui, je pense qu'on sort des élections. Les résultats ont quand même été proclamés il y a moins d'une semaine. Les candidats qui ont été défaits, évidemment, doivent encore digérer la défaite. Mais je crois que d'ici quelques semaines, avec toutes les bonnes volontés qui sont en train de parler, les chefs religieux, la société civile qui sont en train d'appeler au calme, qui sont en train d'appeler à la réconciliation. Le mot n'est pas gros, le mot réconciliation. Les Sénégalais ont été très divisés pendant les 7 ans de la présidence de Macky Sall. Les poursuites à caractère politique ont divisé les Sénégalais. Donc il faut aujourd'hui ressouder la nation sénégalaise, faire en sorte que tout le monde se donne la main et que tout le monde se mette au travail. Et cela passe par la décrispation. Et la décrispation, ça signifie aussi mettre fin à toutes ces arrestations, totalement injustifiées. Vous savez, les militants de IDI 2012 qui manifestaient devant la RTS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun acte de violence, aucune destruction de biens, publics ou privés. Ils ont brûlé juste quelques journaux qu'ils ont considérés comme étant des journaux partisans. C'est ce qu'ils ont fait. On ne peut pas quand même arrêter des personnes pour cela, pour cette raison-là, et les juger et les envoyer en prison. Devant beaucoup Guis-Guis, il ne s'est passé rien du tout. Il y avait un attroupement, comme il y en a souvent ici au Sénégal. Et on arrête des gens, on les amène, on les détient, on veut les juger et les emprisonner. C'est inacceptable. Il faut que le gouvernement comprenne que, aussi bien la société civile au Sénégal que le monde n'acceptera pas que des manifestations pacifiques soient arrêtées, jugées et envoyées en prison. Donc il faut libérer ces personnes le plus vite possible. Ce colonel, il a appelé les Sénégalais à manifester, mais il n'a jamais appelé à une insurrection armée contre l'État du Sénégal. Nulle part dans son appel, bien qu'il soit militaire, et le fait qu'il soit militaire ne doit pas être interprété comme étant, n'est-ce pas, il ne doit pas faire interpréter son appel comme étant un appel à la violence armée. C'est un colonel à la retraite qui est maintenant dans la vie civile, qui n'a plus aucune connexion, en tout cas aucun lien de commandement avec des troupes qui sont dans les casernes. Il ne faudrait pas que son appel à manifester, lancé aux Sénégalais, soit interprété comme un appel à une insurrection armée. Donc il faut mettre l'appel du colonel comme entrant dans le cadre de l'exercice du droit à la liberté d'expression. Si on considère cet appel en tant que tel, on doit pouvoir ne pas l'arrêter et évidemment essayer de l'emprisonner. Je crois que le président gagnerait à arrêter immédiatement toutes ces arrestations, toutes ces poursuites. Personne ici aujourd'hui ne veut détruire ce pays. Et même si Idrissa Seck lançait un appel au Sénégal, même si Idrissa Seck lui-même lançait un appel aux Sénégalais à manifester, à brûler ce pays, il ne serait pas suivi. Il ne serait pas suivi. Macky Sall le sait très bien. Les services de renseignement, s'ils sont crédibles, le savent très bien. Donc il faut qu'on mette la balle à terre, qu'on calme la situation et que lui, en tant que chef d'État élu, remette tout le monde au travail. Dans ce pays, les gens aiment s'alarmer pour rien du tout. Vous voyez, aux États-Unis, les Noirs, les Africains américains votaient à plus de 90% pour Barack Obama. Les Africains américains aux États-Unis, aussi bien en 2008 qu'en 2013,
ont voté à plus de 90% pour Barack Obama. Personne n'a trouvé à redire aux États-Unis. Un homme politique doit avoir une base affective. Et cette base affective, hein, elle peut prendre plusieurs formes. Hein. Elle peut être régionale, hein, elle peut être ethnique, elle peut être religieuse. Hein. C'est normal. C'est normal. Donc, pour moi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril pour la nation sénégalaise. Qu'au Fouta, on vote majoritairement pour Macky Sall, qu'en Casamance, on vote pour Sonko. Et d'ailleurs, lorsque vous analysez les pourcentages des votants en faveur de Macky Sall, le Fouta ne fait peut-être même pas 10% de l'ensemble des votes de Macky Sall. L'ensemble des votes en Casamance, dans toute la Casamance, de Ziguinchor à Kolda, l'ensemble des votes en faveur de Sonko ne fait même pas un tiers de l'ensemble des votes en faveur de Sonko au niveau national. Donc, ce sont des hommes politiques qui, bien qu'ayant des bases affectives, sont efforcés d'avoir un ancrage national. Aussi bien Macky Sall que Sonko, que Issa Sall, que Madické Niang, ce sont, n'est-ce pas, en plus de leur base affective, se sont efforcés d'avoir un ancrage national. Le danger serait que les hommes politiques se replient sur leur base affective et ne cherchent pas à s'ancrer, à s'implanter au niveau national. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En Italie, on a la Ligue du Nord, qui est un parti régionaliste. On a beaucoup de partis régionalistes en Europe. Ici, on n'en a pas. Même pour le parrainage, il fallait avoir des signatures dans au moins 7 régions. Donc, à la fois, la loi, les institutions font qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui au Sénégal des partis qui reposent sur des particularismes régionaux, ethniques, religieux, etc. Ce qu'on a constaté ici, c'est que les partis, les leaders politiques ont plus ou moins des fiefs. Idrissa son fief, c'est Thiès. Sonko, on a découvert qu'il a maintenant un nouveau fief, c'est la Casamance. Macky a 2 fiefs. C'est le Sine Saloum et c'est le Fouta. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce point de vue. Hein. C'est même une très bonne chose que les hommes politiques aient des fiefs. Parce que ça leur donne d'abord une légitimité, hein, au sein de leur base affective pour pouvoir prétendre à une légitimité au niveau national. Nos attentes les plus urgentes, c'est que d'abord que Macky Sall redonne aux Sénégalais la confiance en leur justice. La justice a été décriée pendant les 12 ans de présidence de Macky Sall, pendant son premier mandat. Elle a été décriée, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais la perception générale des Sénégalais, c'est que c'était une justice aux ordres. Et quand on voit les textes qui résistent la justice, on ne peut dire autre chose que nous avons une justice qui n'est pas indépendante. Il y a des juges indépendants. Mais que peut un juge indépendant si les lois qui le résistent, n'est-ce pas, font qu'on peut faire des pressions sur lui? Vous avez beau être indépendant, vous êtes honnête, impartial, mais lorsque des pressions étatiques s'exercent sur vous, vous êtes un individu, vous voulez vous battre contre un système, ce n'est pas possible. Surtout que vous êtes soumis à beaucoup de réserves. Hein, des réserves vous ne pouvez pas parler à la presse comme vous voulez, vous ne pouvez pas vous syndiquer. L'Union des magistrats n'est pas quand même un syndicat, ils ne peuvent pas appeler à la grève. Je précise qu'au Mali, les magistrats sont syndiqués. Il y a quelques mois, on a observé une grève de 2-3 mois des magistrats au Mali. Ici, ils ne sont pas syndiqués. Donc, ils ont très peu de moyens de pression sur l'État, des moyens pour se défendre. Pour défendre les intérêts matériels et moraux. Parce que c'est ça le rôle d'un syndicat, défendre les intérêts matériels et moraux de sa corporation. Eux, ils n'en ont pas. Donc, l'indépendance de la justice ne peut pas être une affaire des juges. C'est ce qu'ils pensent, c'est une affaire des juges se trompent. C'est une affaire des citoyens. C'est aux citoyens d'exiger que des réformes soient opérées pour que la justice soit indépendante, que tout le monde ait confiance en la justice, parce que c'est elle qui est chargée de trancher les différends. Vous savez le refus des opposants de recourir à la Conseil constitutionnel. On peut en faire plusieurs lectures. Moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'ils se disent à quoi ça sert de faire un recours au niveau de ce Conseil.
4 candidats. Qui a plusieurs fois, évidemment, nous a déboutés ou s'est déclaré incompétente. Donc il est primordial quand même de... Moi, c'est la première lecture que j'ai faite de leur refus de faire un recours. C'est qu'ils n'ont pas confiance au Conseil constitutionnel. Où ils se disent, nous savons déjà le sort qui va être réservé à ce recours-là. Il y a une question de confiance des Sénégalais envers ce Conseil constitutionnel. Et les gens l'ont dit. Lorsque vous lisez le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions, elle a clairement dit que les Sénégalais n'ont plus confiance au Conseil constitutionnel, qui se déclare souvent incompétent, hein, en outre par la manière dont les membres sont nommés. Évidemment, le président n'y met pas des gens qui ne lui donnent pas des gages, hein, qui ne le rassurent pas. Si vous êtes un magistrat rebelle, vous n'allez jamais être nommé au Conseil constitutionnel. Donc, par la manière dont les juges sont nommés, par les pouvoirs qui sont les siens, le Conseil ne peut pas être un organe que les Sénégalais percevraient comme un organe indépendant, comme un organe capable justement de trancher des litiges politiques, hein, n'est-ce pas, de façon crédible. Et d'ailleurs, la Commission de réforme des institutions avait recommandé de supprimer le Conseil constitutionnel et de créer une Cour constitutionnelle avec des pouvoirs élargis, n'est-ce pas, pour pouvoir donc répondre aux attentes des Sénégalais. Ok. Monsieur Gassama, on vous remercie pour cette ouverture. C'est moi qui vous remercie et je renouvelle mon appel au président Macky Sall pour que ces arrestations totalement injustifiées s'arrêtent immédiatement et qu'il tende la main à l'opposition, n'est-ce pas, pour dialoguer au cours des questions essentielles pour notre démocratie, des questions essentielles pour l'avenir de la nation. Nous sommes un pays qui vient de découvrir le pétrole et le gaz. Il est important que les Sénégalais soient unis, hein, que la stabilité du pays soit assurée. Si la stabilité du pays n'est pas assurée, si nous sommes divisés, évidemment, hein, les lobbies extérieurs, les puissances extérieures vont facilement mettre la flamme dans ce pays. Ils en ont mis au Congo-Brazzaville, ils en ont mis dans beaucoup d'autres pays. Hein. Le Sénégal n'est pas à l'abri de ce genre de situation. Donc il faut que le président prenne des initiatives pour pacifier le climat post-électoral et entamer le dialogue avec ses opposants, comme l'avait d'ailleurs si bien annoncé Mme Aminata Touré.